Parce que des fois, je trouve qu'on a été, je suis d'accord, je pense avec Ben, mais que il me semble que dans le temps, dans nos milieux évangéliques, on a été, je pense, quelquefois extrêmement Tranché. carré, tranché sur ça. Et pourquoi le gars qui achète 15 balles avec une petite équipe, pourquoi c'est plus... Pourquoi c'est plus, entre guillemets, je sais pas, mauvais, improductif, que celui qui a été voir un film, une fiction, qui l'a détendu, certes. Les jeux de hasard, est-ce biblique? Est-ce qu'un chrétien peut-il jouer aux jeux de hasard? Est-ce que c'est juste basé sur le fait que dans un jeu, il y a des règles et c'est à tout un chacun de voir comment ou s'il est capable de respecter les règles du jeu. Le cas aussi avec les jeux d'argent pour les chrétiens. Que dit la Bible dans ce sujet? Recevons plus de lumière dans cette vidéo. J'aimerais qu'on puisse parler des jeux de hasard. Et en se posant la question, est-ce qu'un chrétien peut jouer au hasard? On a tendance à dire tout de suite non, en tout cas depuis des années, moi j'entendais non comme ça. Mais j'aimerais qu'on creuse en fait, tout simplement. Pour introduire, je vous donne quelques chiffres. Les chiffres les plus complets et les plus récents, ils datent de 2016, en tout cas ceux que j'ai trouvés. Je vous les donne quand même parce que c'est assez intéressant. 59,3 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires cumulé du loto depuis le premier tirage de 19 mai 1976. Donc ça fait 59,3 milliards d'euros de recettes, de chiffre d'affaires. En 2015, il a rapporté 1,5 milliard d'euros comme l'euro million, mais loin derrière les jeux de grattage, 2,2 millions d'euros, et le pari sportif, 1,8 million d'euros. C'est fou, hein? Et là, on est en 2016. 10%, la part des revenus de la Française des Jeux reversée à l'État. Cette manne est directement incorporée au budget et utilisée pour financer les services publics. Quand même. 19 millions, les joueurs du loto ont une chance sur 19 millions de décrocher le gros lot et un gain de 2 millions d'euros. Le gros lot, c'est à peu près ça. Donc ça veut dire qu'il y a 19 millions de gens qui jouent. Il y en a plus. Il y en a plus. Mais la chance, c'est une chance sur 19 millions. Je suis étonné. Ouais. Qu'il y ait autant de gens qui jouent à ce genre de jeu. Ouais. Alors là, attends, là, j'ai les chiffres de 2015, mais c'est pour ça que je te dis qu'il y en a plus et qu'ils ont augmenté. 17,4 millions le nombre de Français ayant joué une fois au moins au loto. Donc là, on ne compte pas les jeux de grattage, on ne compte pas les paris sportifs, etc. Donc tu en as beaucoup plus qui jouent aux jeux de hasard. Donc voilà, ma première question, déjà, pourquoi justement vous pensez qu'il y a autant de gens qui jouent aux jeux de hasard? Alors, est-ce que moi je peux déjà dire quelque chose? C'est que je n'ai pas l'impression que le titre est un bon titre. Pour moi, le problème, c'est les jeux d'argent, les jeux de hasard. Quand on joue à la bataille, c'est un jeu de hasard. Mais il n'y a pas forcément... Voilà, le problème, à mon sens, et la discussion, c'est les jeux d'argent, où on joue de l'argent. Enfin, je sais pas... Moi, je voulais parler des jeux de hasard, mais parce que ça s'appelle des jeux de hasard. C'est-à-dire que sur Internet, oui, tu tapes jeux de hasard, tu as le loto, tu as les grattages, tu as les... Oui, mais tout ce qui se paye. Oui, non, mais d'accord. Mais l'intitulé de la définition des jeux de hasard, si tu vas sur la Française des Jeux, c'est ce que je viens de vous citer. Sur la Française des Jeux. D'accord, alors changeons le titre. Parlons de jeux d'argent. Voilà. Ça va mieux, Thibaut? Sinon, si on joue à la belote comme ça chez soi... Il y a aussi du hasard. D'accord. Bon, voilà. Ma question, combien de personnes... Est-ce que ça vous étonne ou pas? Autant de personnes? Moi, je savais que c'était pas tous parce que moi, je joue jamais. Avant de connaître le CR, tu jouais ou pas? Je crois pas avoir jamais acheté un truc machin à gratter ou non. Jamais. Non, je crois pas, il me semble pas. Ok. Je me rappelle pas. Loto sportif, moi, je jouais régulièrement. Comme je connaissais très bien les équipes de foot, je savais à peu près estimer qui allait gagner contre qui. Donc, et tu gagnais? J'ai déjà gagné, ouais. Ah oui? Oui. Oh, ça, je me souviens plus. Non, ça, il dit pas. Mais c'était jamais des sommes non plus de dingue. Mais... Ah, ok. Mais t'as pas vu tout ce qui est dans son garage. Ah. Claude, et toi? En fait, je voulais poser la question, c'est des fois à la fin des émissions, là, nous, avec mon épouse, que je salue, voilà, on suit Koh-Lanta. Ouais. Et à la fin, il pose toujours une question, alors c'est qui est sorti? Et ça fait 3 minutes, mais je connais la réponse. Et je dois avouer qu'une fois, j'ai répondu quand même. Parce que je me disais, non. Mais je me suis dit, purée, mais je sais qui est sorti.
Et du coup, ils te disent envoie voilà, et par SMS, quoi. Et je me suis dit, c'est un jeu de hasard, ça? Est-ce qu'on le définirait comme un jeu de hasard? Bah oui, Par hasard. puisqu'il y a un tirage au sort. Et je sors, et ton SMS, celui-là, il est payant. Hein. Oui, mais ça j'ai compris, mais Ben, voilà. c'est ça. Alors, jeu de hasard, non, j'ai jamais joué, vraiment. Bah si, ça c'est un jeu de hasard. Non, c'est Koh-Lanta, c'est pas pareil. Mais déjà, je vous repose ma question, c'est est-ce que ça vous étonne de voir... pourquoi vous pensez qu'il y a autant de gens qui jouent à ça? Il y en a vraiment beaucoup. Bah, moi, ça ne m'étonne pas, parce que je connais quand même du monde dans mes amis non chrétiens qui jouent à ce genre de choses. Donc non, ça ne m'étonne pas, même si les chiffres me semblaient être très très élevés. 19 millions qui jouent juste à l'euro-million, ça me paraît beaucoup. Mais à mon avis, c'est des statistiques oui, mais c'est globales. 19 millions de participation. C'est pas de nombre de personnes. Oui, c'est ça. 17,4 millions qui jouent au loto en 2015. C'est pas des statistiques, c'est 17,4 millions de personnes qui jouent au loto en 2015. En France. Ouais. Ouais, bon, ça m'étonne quand même vraiment. Ça me paraît vraiment beaucoup. Mais pourquoi, à votre avis, il y a tellement de gens qui jouent Ça fait Mais un pour tiers moi, de la c'est du France. rêve. Pour moi, c'est du rêve. Surtout quand c'est du hasard aveugle comme ça, les trucs où tu es censé, où tu crois que tu es assez intelligent pour gagner, le PMU, etc. Je pense que c'est une autre philosophie, c'est autre chose. Mais la loterie, il n'y a pas de stratégie pour gagner à la loterie, quoi. Donc c'est du rêve. Les gens s'achètent un petit coup de rêve. Mais est-ce que vous pensez que quand il y a des chrétiens qui vous disent qu'ils jouent à ça, etc., est-ce que ça vous choque ou pas? Moi, Mais je ne sais pas si la notion c'est d'être choqué ou pas. C'est peut-être mon incompréhension dans le fait de dire est-ce qu'il n'y a pas mieux pour gérer son argent que de jouer à un jeu de hasard dans le but de gagner plus d'argent. L'argent se gagne avec la sueur de notre front, en tout cas c'est ce que la Bible dit, et de dire est-ce que c'est édifiant d'investir l'argent là-dedans. C'est plus cette question-là. Je dirais pas que c'est un péché, je dirais que c'est une mauvaise gestion de ce que Dieu nous a donné. Mais tu vois, souvent, moi, j'ai trouvé que ça a été apporté comme c'est vraiment très, 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 très mal. Hein. En tout cas, dans le temps, moi, je l'entendais comme ça. Hein. Pour moi, c'est une notion d'avidité et de cupidité déjà. C'est-à-dire, comme Jean-Marie le disait, je veux gagner un peu plus. Je rêve. Je rêve d'une autre vie, je rêve d'un autre monde, je rêve d'une autre... Et je rêve de gagner un peu plus d'argent. Donc il y a une dimension aussi, l'argent au cœur de tout ça. Hein. Oui, oui, l'argent au cœur de dans tout la ça, grande majorité des cas, c'est pour ça. la plupart. Et là où ça devient un péché, c'est quand on touche à la cupidité, qui lui est un péché en fait. Ou comme c'est addictif. Où ça devient addictif, sachant que ces jeux sont addictifs. Et la Bible dit bien, j'ai noté un petit verset, je peux vous le lire. Vas-y. Vous pouvez discuter le temps que je le retrouve. Hein. C'est dans 1 Timothée 6 qui dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Le verset parle pour lui-même. Et pour revenir au point que Thibaut évoquait un peu plus tôt, il dit « Celui qui est adonné au gain déshonnête trouble sa maison, mais celui qui elle est présent vivra. » Celui qui elle est présent, c'est-à-dire... Voilà, c'est ce bel hôtel que je voulais obtenir via Koh-Lanta. Voilà, je dois pouvoir m'y résoudre et me satisfaire de ce que j'ai. Mais moi, tu vois, je suis pas sûr. Alors, il y a des gens qui jouent vraiment pour l'argent, mais je suis pas sûr que une grande quantité de gens qui jouent peu et pas souvent, je crois, jouent pas pour. Je crois pas qu'ils jouent pour l'argent. Je crois qu'ils jouent pour le jeu, pour le l'excitation. fun, pour le rêve, pour le fun. On se retrouve souvent. Il y a beaucoup de gens qui jouent aussi ensemble. On achète un truc ensemble et finalement, est-ce qu'ils ont réfléchi à combien on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut gagner? Je suis pas sûr que ce soit vraiment c'est pas vraiment le cas. Et dans ce cas, il me semble. Et dans ce cas, si on dit ouais, mais il faut pas ça. Il y en a un qui aura dépensé 15 balles pour ça. Un autre, il est allé voir un film, il s'est acheté aussi.
C'est le aussi. petit plaisir, quoi. Il s'est acheté aussi un moment de rêve avec 15 euros, tu vois. Parce que des fois, je trouve qu'on a été, je suis d'accord, je pense avec Ben, mais que il me semble que dans le temps, dans nos milieux évangéliques, on a été, je pense, quelquefois extrêmement Tranché. carré, Je suis d'accord. tranché sur ça. Et pourquoi le gars qui achète 15 balles avec une petite équipe, pourquoi c'est plus... Pourquoi c'est plus, entre guillemets, je sais pas, mauvais, improductif, que celui qui a été voir un film, une fiction, qui l'a détendu, certes, mais à la fin, il a quand même rien investi non plus dans tout ça. Pourquoi c'est plus grave? Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des notions d'addiction possible. Et le danger, je pense, c'est que personne ne sait quand il peut basculer. C'est ça, c'est là que je trouve que ça peut être dangereux. Mais tu as des tas de gens qui, toute leur vie, ont gratté une fois par mois pour 10 euros ou je ne sais pas quoi. Tu peux pas dire qu'ils se sont pas ni corrompus la tête, ni ils ont... Ouais. Ouais, parce que et l'addiction, elle est à fond présente aussi dans les paris sportifs. Ça, c'est de plus en plus. Hein. Ah, mais pire encore. Ah ouais. Pire Moi, encore. j'ai un là, je ami à pense. moi qui est réellement esclave de paris sportifs, de jeux d'argent, qui a des dettes, et puis tout d'un coup qui cache des choses. Enfin, après, ça devient un esclavage terrible. On parlait de tourments, mais je veux dire, lui, il est vraiment dans les tourments à cause de Mais c'est bien plus addictif, à mon avis, parce que tu as l'illusion que c'est toi qui gères. Tandis que dans le hasard tout court, tu sais que tu gères rien. Oui. Tandis que quand tu réfléchis, que tu fais des grilles, que tu compares, que tu prévois, tu as l'illusion de devenir intelligent, de devenir fort, d'avoir tous les... Puis tu lis les journaux, puis tu lis les trucs, et tu crois que tu sais. C'est pire. Moi, je connais une sœur de l'église. Ah, je peux la sortir, cette anecdote. Une sœur de l'église qui a besoin d'une voiture. Et puis, elle regarde la télé et elle voit un jeu comme à Koh-Lanta qui dit pour gagner une voiture. Et là, elle dit, moi, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, joue, tu vas gagner la voiture. Elle a gagné. Et elle a gagné la voiture. gloire à Dieu. Eh bien, écoute, pourquoi pas? Tu vois? Oui, il m'a jamais dit pour Koh-Lanta, mais il faudrait que je regarde Koh-Lanta pour ça. Mais ouais, mais elle a gagné la voiture. Et puis elle a dit, c'est miraculeux, puisque j'en avais vraiment Si besoin. Dieu et puis, dit, Eh oui, Dieu fait. ben pourquoi pas? et puis voilà. Hein. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne pas. Moi, la question que ça me pose, c'est la question de... Mais on peut la poser sur les jeux, mais on peut la poser... Elle peut aussi être répercutée dans chaque dimension de nos vies. Qu'est-ce que je fais de mon argent, en fait? Oui. C'est-à-dire, quand moi, je vais au cinéma, j'achète une forme de prestation, de plaisir. On est d'accord. Mais en même temps, la Bible nous parle d'une dimension d'un gestionnaire, du bon gestionnaire, c'est-à-dire l'argent que Dieu nous a donné, nos revenus, qu'est-ce qu'on en fait? Alors oui, les jeux, on a toujours les jeux, et on peut le partir. Mais je trouve que dans la dimension, je prends mon argent et je le mets dans quelque chose qui est de l'ordre du déraisonnable, du hasard. C'est une manière de le perdre. En tout cas, pour moi, père de famille aujourd'hui avec mes enfants, je ne dépenserai pas... voilà, j'ai dépensé sûrement 1,80 €, que le Seigneur me pardonne pour cet SMS de Koh-Lanta. Gérard, il y en a 2-3 derrière. Mais, hein, mais je dépenserai pas parce que aujourd'hui Ça me cet choque quand argent-là... même, hein. Ouais, mais j'ai demandé pardon, vraiment. S'il vous plaît, les frères, soyez gentils. Mais cet On va le argent-là, rappeler aux gens. je dois le gérer pour ma famille, mais aussi peut-être pour l'œuvre du Seigneur. Ouais. Et de dire, par exemple, chaque semaine, je donnerai 10 € ou je donnerai 15 €, simplement dans une passion qui m'apporte juste une certaine forme de sensation, mais qui finalement, je la jette dans le vide, en fait. Dans le vide. Un film, tu le jettes dans quoi, ton film? Est-ce que tu te rappelles de 15 minutes du film 10 ans après? Moi, je connais bien les évangéliques qui seront anti-tout jeu de hasard. Puis, une fois de temps en temps, ils emmènent toute la famille à Europa Park. C'est pas pareil. Ah ben, C'est pas pareil. Ben, celui qui n'est pas adonné au truc d'Europa Park, qui dit passer une journée avec sa famille pour avoir Perdre craqué l'argent. 300 balles, bah, tu dis, bah, écoute,
Tu vois? Je ne le mets pas, mais je vous comprends, monsieur. Non, mais Je c'est peux pour- opposer. non, Mais c'est je ne pour le mets pas dans discuter. les mêmes cases. C'est Voilà. pour dire. Ouais, mais je veux dire, Je- celui pour qui ce genre de divertissement ne représente rien, il dit mais ça c'est vraiment alors ça C'est de l'argent ça, jeté alors par ça les c'est fenêtres. ça c'est vraiment du gaspillage. Celui qui met de l'argent dans ces jeux de hasard-là, il part avec le principe que cet argent, il n'y a pas de retour en fait. C'est-à-dire, il ne peut qu'avoir un retour sur 19 millions. Mais il ne part pas avec le principe de gagner ou pas. Celui qui achète une prestation, si je vais à Europa Park avec ma famille, c'est tant pour Europa Park, mais c'est aussi pour vivre quelque chose d'une dimension. Mais je pense que, comme qui le a un disait retour Jean-Marie, immédiat. Mais parce que toi tu y ressens quelque chose. Oui. Mais celui pour qui ce genre de prestation est vide, il dit mais ça c'est Mais est-ce qu'un chrétien maintenant pourrait prendre son argent et dire je vais le mettre dans quelque chose qui... Ah, c'est la mais question. c'est la Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la Ah, question. c'était ça la question. Non, mais je veux dire, c'est une question plus globale que simplement. Ouais. sur la gestion de l'argent, pour moi, c'est vraiment une question de motivation. Tout part de quelle est ma motivation. Est-ce que, bah voilà, on est dans un délire et tout ça, et puis bah, il y a la pub de Koh-Lanta, et puis tout d'un coup on se charrie, et puis on envoie un SMS, bah, on passe un bon temps comme on passerait un bon temps à Europa Park. C'est-à-dire que ça peut devenir quelque chose comme ça. Maintenant, effectivement, il y a un danger. Il y a un danger à Europa Park de devenir addict des loisirs, de se C'est faire ça. plaisir nous-mêmes, et donc on claque tout notre divertissement. argent Ouais. là-dedans. Bah oui. Comme il y a un vrai danger dans le fait de devenir addict et de dépenser de l'argent et de devenir cupide et de courir après cet argent-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais parlez pas d'Europa Park, ça fait du bien aux familles, s'il vous plaît. Moi, je me moi, souviens. j'aime, mais, Alors, tu disais, est-ce que maintenant, je me rappelle, c'est vrai que j'ai jamais acheté des trucs à gratter, les loteries, etc. on va savoir la vérité. Mais je pouvais jouer je pouvais jouer de l'argent au yam ou Au poker. comme ça. Le poker, pas trop. Je me sentais pas assez Pas fort. capable. Mais au yam ou des choses comme ça, oui, on jouait. Je faisais des camps de ski là, en station, on faisait des soirées comme ça. On jouait au yam avec tant le point. Bah, si une fois tu n'as vraiment pas de peau, tu sors, t'es plumé. Hein. Mais est-ce que. Mais ça, est-ce c'était que- avant que tu ne sois chrétien, bien Oui. sûr. Mais attends, mais justement, Alléluia. c'est la question que je voulais poser. Est-ce que maintenant, tu viens de dire quand même tout à l'heure que c'est une question aussi d'état d'esprit, de voilà, c'est le plaisir d'être. Mais est-ce que tu devrais le faire Non. dans un cadre chrétien? On est non. en équipe pastorale, on se fait des paris Ah, non. pécuniers, tu vois? Non, mais puis moi je. Tu non, devrais pas. Mais non, parce que pour moi, à la fois je suis décomplexé avec l'argent, mais en même temps, j'ai pas envie de le gaspiller. J'ai des intérêts, Quand on est passionné, moi je pense que les gens qui cherchent du rêve comme ça, c'est parce qu'ils en manquent ailleurs. Celui qui est passionné par ce qu'il fait, il n'a pas besoin de se chercher à se shooter à la dopamine. Il n'a pas besoin de trucs extra. Là où est ton trésor, là aussi sera Ben ton oui. cœur. Mais pour moi, tu vois, si là on parle de l'argent de façon spécifique aussi, c'est tout ce qui est en bourse, l'investissement en bourse, etc., où tu as beaucoup de. Même principe. T'as du hasard aussi dedans, tu vois, les paris le plus ou moins risqués, l'investissement plus ou moins risqué, pardon, c'est la même chose. Et tu as des gens qui sont addicts à ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'après, tout est hasard. Tu achètes une voiture, malheureusement, c'est-à-dire que sur ce principe-là, c'est une question d'investissement. J'investis dans quoi? Mon temps, mon argent, et que dans tout principe d'investissement fait que je peux gagner ou que je peux perdre. Mais il y a un habit, tu peux l'acheter, et tout d'un coup, c'est de la mauvaise qualité, et tout ça. Alors, il y a forcément une échelle, mais quand même, ça montre que tout est éphémère, et c'est pour ça qu'il faut investir dans ce qui compte vraiment. Amen. Amen. Après, il faut dire Qu'est-ce amen. que tu veux que je dise plus de ça va. On va enchaîner, hein, du coup. Ouais, mais voilà, En hein, tout c'est cas, bien. En tout cas, le verset de faire attention à ce que nos cœurs ne rentrent pas dans
dans l'amour de l'argent, la convoitise. Hein. Et Paul a quand même condamné clairement des gens qui vivent sans travailler et qui se contentent d'autres choses, etc. Et d'écouter que chacun gagne sa vie en travaillant honnêtement. Voilà. Donnez-nous notre pain de ce jour. Oui, oui. Bah, Non, c'est ça, sûr que là, tu vois, pour moi, c'est indécent quand tu vois quelqu'un qui ne travaille pas, qui touche le chômage et qui claque un quart de ce qu'il reçoit dans des paris, bah, c'est sûr qu'il est dans l'idée de toucher autre chose, mais c'est pas hyper juste quand même. Du Non, coup, C'est pas sûr juste, que là. c'est pas juste. Non, puis il ne se fait pas du bien à lui. En tout Et cas. ça s'il lui fait pas économiserait tout cet argent-là, il aurait un bon pactole Mais oui. à la fin. Bien sûr. On va enchaîner, puisque là, on a un autre sujet qui n'a rien à voir du tout, mais on a un invité où c'est une joie de l'avoir. C'est un policier qui est à la retraite. Il est retraité depuis quelques années maintenant. C'est Alain Magnien. Alors, nous, on le connaît. Tu le connais, toi? Non. Tu le connais pas? Eh ben, ça va être génial. Alors, Alain, tu peux venir avec nous? Je connais pas beaucoup de policiers. Ah, bon, Enfin, ouais. si, tu les connais, Écoute, mais... tu les connais, Oh non, s'il vous plaît. mais c'est pas grave. Ce sera l'occasion de rentrer dans les anecdotes. Salut Alain. Bonjour Alain. Bonjour, Alain. Tu vas bien? Ça va, merci. Bon, écoute, on est vraiment heureux de t'avoir sur ce plateau. Et puis pour évoquer le sujet aussi de la police. Alors, l'idée, c'est de partir de ton histoire à toi, mais aussi quand même de parler un petit peu de l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses liées à la police qui sont très actuelles. On entend beaucoup l'expression violence policière, on entend voilà, le ras-le-bol des policiers aussi, etc. Donc, j'aimerais bien un peu ton point de vue, toi qui étais dedans, dans les murs, comment tu ressens un peu les choses. Alors, peut-être ma première question, c'est combien d'années as-tu été policier ? Alors, j'ai commencé dans la police en 1975, donc j'avais 22 ans. Auparavant, j'étais dans une autre administration et j'avais été muté à Paris. Et à Paris, j'ai retrouvé un copain de mon village, d'un tout petit village, qui était policier à Paris. J'ai discuté avec lui, il m'expliquait un peu son boulot et tout. Et comme ça s'est déclenché chez moi. Okay. Donc, à partir de là, j'ai quitté cette administration, j'ai repassé un concours de police. Et à 22 ans, au retour du service militaire, je suis parti à Châtel-Guyon, à l'école dans le Puy-de-Dôme de police. Dans la police. Oui. Alors justement, tu disais, il t'a expliqué ce qu'il faisait, etc. Qu'est-ce que fait un policier? Parce que nous, on les voit en voiture comme ça, mais qu'est-ce qu'il Alors, fait? un policier, d'ailleurs, le problème, c'est quand on est jeune policier et qu'on démarre, il fut un temps où il y avait des services où démarraient les jeunes policiers. Par exemple, moi, je me souviens, quand je suis arrivé en 1975 au commissariat de Mulhouse, il faut dire aussi que je n'avais aucune connaissance de ce métier. La pratique, je ne l'avais pas. J'avais fait 4 mois d'école, j'avais que la théorie, et encore, c'était léger, 4 mois, dans ce temps-là. Donc, on arrivait dans un commissariat. Alors, imaginez-vous un gars d'un petit village de 140 habitants qui ne sait pas ce que c'est que les violences. La violence, il faut dire la vérité. Les violences urbaines, nous, c'est des petits villages, on ne peut même pas parler de violence urbaine. C'est de violence rurale, puis encore. Il n'y avait pas de violence, pour ainsi dire. En plus, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont choyé. J'étais heureux. Malgré qu'on était 8 enfants, dont un qui est décédé. Mon papa était artisan, mais qui nous a inculqué à tous une bonne éducation. Nous étions bien sûr d'une religion traditionnelle à ce moment-là, mais avec des valeurs. Mes parents nous ont inculqué des valeurs dès petits. Alors moi, quand je suis arrivé, déjà le service militaire, ça m'avait déjà un peu chamboulé pendant 1 an, mais là, arrivé dans la police, je découvrais. Une des premières missions qu'on m'a fait faire, c'est de me rendre à la maison d'arrêt de Mulhouse pour extraire des détenus et les présenter à des magistrats. Pour moi, c'était quelque chose... je me retrouvais dans un autre monde. J'étais confronté à des personnes, à des gens que je ne connaissais pas du tout. Mais du coup, quel est le rôle, en une phrase, comment tu arrives à expliquer ce que fait un policier? En une phrase, c'est très compliqué à expliquer. Mais un policier, il faut que vous sachiez qu'il y a 2 choses importantes. Un policier, il a une double casquette. Il fait de la police administrative et de la police judiciaire. Okay. Police administrative, il fait de la prévention sur la voie publique. Par les patrouilles et tout, il est amené à constater des choses, quelles que soient ces choses. Moi, je ne sais pas, un propriétaire avec son chien qui ne tient pas son chien par la laisse, il va vers lui, il fait de la prévention, il ne le verbalise pas, mais il lui dit « Monsieur, vous voyez, là, vous n'avez pas à laisser votre chien divaguer sur la voie publique. »
Ça, c'est un exemple. Hein. Et puis à côté de ça, bien sûr, alors là, c'est tout ce qui touche à la tranquillité, à la salubrité et la sécurité des personnes. Ouais. Hein, la vie en collectivité des gens, ça, c'est de la police administrative. Là, on fait de la prévention. Ok. On va à la sortie des écoles, on voit des élèves qui passent pas sur le passage pour piétons, on lui fait gentiment la remarque. Ça, c'est de la police, c'est de la prévention. Tous les policiers font ça? Normalement, tous les policiers sont amenés, bien sûr, Ouais. sont amenés à le faire. Hein. Ok. Enfin, pour moi, c'est une passion, ça, justement. Ce Ouais. côté-là de la Sensibiliser, prévention. quoi. Voilà, j'aimais beaucoup. C'est pour ça qu'après, il y a eu qui a été mis en place et que j'ai vécu vraiment mais bien, c'était la police de proximité. Malheureusement, on a eu des élus à cette époque-là qui l'ont supprimé. Je pense que c'était une des plus grosses erreurs de la police de la ville, c'est d'avoir supprimé la police de proximité. Mais ça, c'est ma conviction personnelle. Hein. Et donc la police judiciaire, il y a la police administrative et la police judiciaire? Alors la police judiciaire, ça se résume en 3 lettres, CRR, c'est constater les infractions, rechercher les auteurs et, constater les infractions, rassembler les preuves, deuxième phase, et troisième phase, c'est rechercher les auteurs. Ça, c'est le principal de la police judiciaire. Ok. Alors la police judiciaire, bien sûr, ça prend parce que là, le policier, il est guidé par des textes, et l'un de ses livres de référence, c'est le Code de procédure pénale. Un policier ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Un policier, jeune policier, on est assermenté, c'est un engagement solennel à l'éthique et à la déontologie de la police nationale, normalement. Hein. Donc, parce qu'on appartient à une institution, hein, la police nationale. Hein. Donc, ça, c'est déjà une des grandes règles du policier. Et bien sûr, la police judiciaire, là, moi, par la suite, j'ai fait officier de police judiciaire, donc j'étais responsable des enquêtes. Hein. Alors, vous savez que dans les enquêtes, il y a, pour résumer en 2 mots, il y a les infractions, les classes en contravention, délit et crime. Alors, la contravention, ça relève du tribunal de police, le délit, ça relève du tribunal correctionnel, et le crime de la cour d'assises. Et à chaque fois, il y a une procédure qui est différente pour les policiers. Ok. Ok. Donc un policier, c'est quand même moi, je pars du principe que le policier, c'est un professionnel. Il est obligé, il est guidé par des textes, par des lois, on ne fait pas n'importe quoi. Malgré qu'il y a des dérapages, bien sûr. Justement, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. Alors peut-être une petite anecdote qui m'est arrivée, je le confesse, hein, mais du coup je le confesse. Je le confesse, Ouais. ça m'a vraiment marqué. Il y a quelques temps de cela, j'ai fait quelque chose qui est mal. C'est que j'étais sur mon téléphone. Ça relève de la cour d'assises? Non. Ça relève de quoi Alors là, l'histoire du téléphone, alors là, on va dire qu'il y a une chose que j'ai pas parlé, c'est la circulation routière. Ah ouais. Dans les missions des policiers, il y a la circulation routière aussi. C'est-à-dire veiller au respect du code de la route. Ben, Alors pour ton cas, je vais te dire... Attends, parce tu que dois le tu savoir. n'as pas entendu ce qui s'est passé, justement. Ah tu vas bon, voir, ah bon. C'est pas juste que j'étais sur mon téléphone. Oh là J'étais là. sur mon téléphone Rassembler pour aller direction le groupe de jeunes. Et je faisais quelque chose sur mon téléphone, je crois, SMS, quelque chose comme ça. Jeu de hasard. Et voilà, je jouais à Koh-Lanta, tiens. Et là, j'arrive, il y a un moment donné, il y a un feu, je m'arrête. Et pendant que j'ai fini mon SMS et je suis en train d'appeler quelqu'un sur le téléphone. Donc moi, j'ai le kit main libre, donc en Bluetooth, tu vois, c'est connecté, mais j'ai quand même le téléphone sur la cuisse, il est pas loin de moi. Donc ça sonne, et là, on entend dans les haut-parleurs tout, tout. Et là, je vois une voiture qui se met à côté de moi, au feu rouge. Je vois la vitre qui se descend. Je regarde, je vois que c'est la police. Je me dis, tiens, c'est des policiers que je connais pour me dire bonjour. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je les connais, je suis sûr qu'ils veulent qu'on se dise bonjour. Innocent. Donc je baisse la fenêtre, je regarde, je dis, non, je les connais pas, non, vraiment. Donc je me dis, mince. Et là, je me rends compte que c'est en train de sonner. En plus, pendant qu'ils ont la fenêtre baissée, donc ils l'entendent. Donc j'essaye d'éteindre, mais j'arrive pas à éteindre sans regarder le téléphone. Mais je veux pas je regarde le téléphone pour qu'ils voient pas que j'ai le téléphone. Et ils me regardent et ils font, le feu, il était de quelle couleur, là? Et dans ma tête, je me dis, mais quel feu? Il y avait un feu et j'ai pas vu le feu. Et j'ai dit, bah, il était rouge. Il dit, oui, c'est ça, il était rouge. Ah, je suis tellement désolé, j'ai vraiment pas vu, etc. Et pendant ce temps, ça sonnait. Moi, je priais que la personne réponde pas de l'autre côté. Et il me regarde et il me dit, ok, très bien, faites attention maintenant et circulez. Voilà, mais il a fait de la prévention. Ah bah là, je t'assure qu'il m'a... Voilà. Mais du coup, si j'ai bien compris, normalement, c'est... Amazing Grace. Vraiment, t'imagines, là, vraiment, la Oh, honte en plus Seigneur. avant d'aller au groupe de jeunes. Mais là c'est retrait de permis, si je me Alors trompe là, pas. non. Parce que j'ai grillé un feu rouge en étant sur le téléphone. Ah bah non, c'est Le tabassage. feu rouge, c'est une contravention. Hein.
Ouais, Ça parce que relève moi, du- si j'ai c'est bien quoi compris... Mais tu perds 4 points de ton permis. Ouais, moi, si c'est j'ai bien gentil. compris, aujourd'hui, avec le téléphone, 2 infractions simultanées, c'est retrait de permis. Ah oui, bah, ça dépend quel genre d'infraction. Si c'est par exemple, comme tu viens de me citer, le feu rouge, c'est 4 points de moins sur le permis. Ouais. Moi, j'ai connu quelqu'un une fois, le lendemain, qui a refait la même faute, qui a eu 8 points en 2 jours de s'en enlever. Oui. Hein? Donc, Oui, il a fallu mais là, 2 fois. ça relève du tribunal de police. Tout ce qui est, c'est contravention, c'est Ouais, contraventionnel. d'accord, ça va. Par exemple, je te cite un autre exemple qui se rapporte à la circulation. C'est la conduite en état d'ivresse. Ouais. Hein, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, on va dire, pour être précis, quand on dépasse le seuil. Le seuil. Alors là, ça devient délictuel. Ah Avant, oui. c'est contraventionnel. Quand tu dépasses pas un certain seuil, 0,40 mg Ouais. par litre d'air expiré, là, c'est contraventionnel. C'est-à-dire, le gars, mettons, allez, on va dire, il a bu 3 verres de bière. Il se fait arrêter, positif. Il l'emmène un peu plus loin pour contrôler avec l'éthylomètre. Il voit que ça affiche 0,20 mg. Là, c'est contraventionnel. Mais tu perds 4 points. Mais Et ta voiture est immobilisée, tu dois avoir un conducteur pour prendre le volant. Ouais. Ou on immobilise la voiture, ou il y a une personne à bord qui est capable de conduire l'auto. ouais. Mais si tu dépasses le seuil... De 0,40. Alors là, c'est délictuel. Et là, c'est garde à vue. Hein, c'est Risque la garde à vue. risque de peine de et c'est le prison, tribunal etc. correctionnel. Ah, si c'est en récidive, oui. La première fois, en général, non. Mais en récidive... Ok. hein, Bah, merci pour ce petit cours de prévention Oui, et de rappel. C'est gentil. C'est bien. Mais voilà, comme ça, en même temps, ça m'a permis de me libérer de cette histoire que j'ai trouvée fort incroyable pour moi. En tout cas, une question maintenant que je voulais te poser. Aujourd'hui, on peut dire que la police n'a plus vraiment la cote. elle n'a jamais eu trop... Et je voulais justement te poser la question, est-ce que de ton temps, c'était déjà le cas? Non, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, en 2000, j'ai découvert la police de proximité. Et à partir de là, j'ai vécu une autre époque dans la police nationale. On allait dans les quartiers, on connaissait les jeunes. Moi, j'allais aussi bien dans les collèges, dans les lycées. Je te donne un exemple d'un collège de Mulhouse, le collège Wolf, où je participais même au conseil de discipline. Parce que j'étais donc officier de police judiciaire, chef de secteur d'un secteur de police de proximité. Et contrairement à avant, quand j'étais jeune policier, les enseignants, c'était l'après 68, le policier, le bleu, on ne supportait pas. Ils étaient tous allergiques au bleu, il faut dire la vérité. Hein. Les enseignants, et puis beaucoup d'intellectuels, les étudiants, c'était l'après 68, il y a une époque très difficile. Ouais. Et il y a la montée de violence urbaine, et c'est souvent dans ces périodes-là difficiles que là, on se rend compte qu'on a besoin de la police. Donc, quand les voitures commencent à brûler dans les quartiers, ça commençait. Ouais. Brossolette commençait à devenir aussi un peu chaud. À partir de là, on a mis la police de proximité. On était invités à nous rendre dans les quartiers. Et moi, je faisais partie donc de ces fonctionnaires qui étaient responsables d'un secteur de police de proximité. Et on a eu un accueil formidable. Que ce soit de Mulhouse Habitat, que ce soit de Soléa, que ce soit... on aurait dit... D'abord, ils souhaitaient tous qu'on participe. À chaque fois qu'il y avait des réunions, et les magistrats nous acceptaient beaucoup mieux, parce qu'à un moment, police-justice, c'était aussi... Et là, il y a eu l'époque où ça allait beaucoup mieux. Ouais. On Mais tu vois, participait à je plein trouve de... intéressant que tu relèves que l'après 68, on n'aimait déjà pas la police. Ah non, on n'aimait pas la police. C'est pas juste. Ah non, non, il y avait déjà quelques les années, gauchistes. Des violences dans les quartiers. Moi, j'ai vu... Oui, non, quand on les contrôlait, ils étaient en groupe, tout de suite, ils allaient à l'affrontement. Claude, toi, parce que toi, tu as un regard aussi en tant qu'éduc. Oui, mais oui. Comment tu vois un peu les choses? Écoute, on le sait bien, c'est pas un secret de polichinelle, ça se dit ça? Ouais. Que la police dans les quartiers, c'est compliqué. Mais je pense que... alors on a focalisé forcément sur les policiers qui sont représentants de leur public, mais c'est une défiance des institutions, quelques institutions que ce soit. Maintenant, ce qu'Alain dit est très intéressant, dire que le policier ne peut pas juste être le père Fouettard. Et avec la police de proximité, il y a, en tout cas dans les collèges et dans les lycées, alors qu'ils sont jeunes, il y a déjà une manière d'être identifié autrement que par le versant judiciaire, le versant cadre, sanction. par la sanction. Mais en se présentant, Tout à en fait, faisant des ouais. activités, en présentant une part d'humanité aussi. Et
Et c'est ce qui est bien dommage, parce que la plupart des jeunes avec lesquels j'ai travaillé, bien sûr, ne supportent pas la police, sans même comprendre pourquoi ils ne la supportent pas. C'est comme une tradition qui est véhiculée, une culture. C'est une lutte de classe. Oui, on peut dire ça. Une culture qui est véhiculée dans le quartier, le policier, l'enfant. À partir de 5-6 ans, le policier, on l'aime pas, quoi. On l'aime pas, et rien n'a été fait pour rapprocher finalement la population des institutions, des quartiers. Au-delà de la lutte de classe, c'est aussi une lutte de territoire. Ah, ça, oui. Une lutte de territoire, c'est notre territoire. Ah, et ils viennent nous imposer là un cadre que nous avons, qui n'est pas le nôtre. Pardon. Mais c'est aussi, ça s'inscrit aussi, aujourd'hui, ça n'a peut-être pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, ça s'inscrit aussi dans une défiance générale envers toute autorité. Comme les jeunes ne supportent pas non plus les profs, comme les ouvriers ne supportent pas non plus les patrons, comme personne ne supporte aucune institution. C'est pour ça que moi, au niveau social, je pense que quand une société en arrive là, elle est au bord de l'implosion. Oui, et pour moi, c'est le rapport à l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, elle n'est pas aimée. Tu vois, celui qui est au-dessus de toi, forcément, il se trompe, forcément, il veut ton mal, ou forcément, l'employé, il a toujours l'impression que le patron, on le vole. Alors, bien sûr, là, on parle de généralité, il y a toujours des cas particuliers, quoi. Mais justement, toi, Alain, comment tu faisais pour gérer par rapport à ce conflit vis-à-vis de l'autorité? Comment, toi, tu gérais ça? Parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui sont face à ces situations. C'est-à-dire tu as des gens qui refusent l'autorité d'un officier de police. Toi, comment tu le gères en étant en uniforme? Eh bien, justement, à ce stade-là, il y a quand même une différence entre quand j'étais jeune policier et quand j'ai arrivé à une certaine maturité, vers les 45-50 ans. Le policier sanctifié. C'était pas le même. Les gens ne te voyaient pas de la même façon. Le regard des gens. Le regard des gens, premièrement. Deuxièmement, il y a peut-être aussi cette histoire que j'étais responsable d'un service. Ça jouait aussi. Parce que quand j'allais dans les quartiers, je te donne un exemple, je t'ai dit, au conseil de discipline à l'école, au collège Wolf. Eh bien, figure-toi que 5 ans après, je me trouvais en ville et il y a un jeune qui me fait signe, il me dit « Vous vous souvenez ?» Moi, je dis « Non, excuse-moi, je ne me souviens pas de toi, parce que tu sais, j'en voyais beaucoup. » Et il me dit « Vous aviez participé à un conseil de discipline au collège et la principale m'avait demandé de prendre la parole et je lui avais expliqué en clair, d'après le code pénal, ce qu'il avait fait, ce qu'il encourait, des violences et autres, que c'était grave, devant ses parents qui étaient là au conseil de discipline. Et ça l'a vraiment marqué. Et 5 ans après, je revois ce jeune, un jeune d'un quartier de Mulhouse, qui me dit « Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier, mais je voulais vous le dire, maintenant je suis pompier volontaire à la mairie, à la caserne de Mulhouse. » Et il m'a dit « Pour moi, vous m'avez provoqué un déclic. Donc, je ne dis pas ça, je ne dis ça pas pour me... Mais la façon dont ça montre parfois... que c'est utile. Ça montre que c'est utile. Donc, et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. La défiance avec les policiers n'est pas que liée au quartier. Souvent, c'est peut-être le lieu où ces défiances, il y a une manifestation un peu plus violente, visible, des tensions, en fait, envers la police. Mais regarde dans les manifestations. Tu vois, c'est là où, pour moi, on parle de rapport à la police. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, ma lecture, c'est que la police n'a jamais été aimée, mais là, on est de plus en plus hostile. On a l'impression que c'est le rempart pour que les politiques soient protégés, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a cette opposition qui est là. Et des fois, moi, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois les policiers. On a l'impression qu'ils sont pris entre deux feux. Ils le sont. Et puis, il y en a qui craquent. C'est les boucliers. Les boucliers. Oui. C'est ça. Il y en a qui craquent, et puis on entend... On va retenir que sa boulette quand il a craqué. Et puis le gros problème, c'est que la foule, elle est versatile. Et dans les manifestations, moi, combien de fois j'ai remarqué, on était dans un endroit bien précis, on attendait, tant qu'on n'a pas des instructions, on n'a rien le droit de faire. Et moi, j'ai vu regarder des gens casser des rétroviseurs de voitures, des manifestations de lycéens, dans Mulhouse.
toutes les voitures qui ils passaient, ils cassaient les... Et Tous nous, les on n'avait tours. même pas le droit d'intervenir à ce moment-là. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes à l'Arc de Triomphe. Souvenez-vous, tout au début, ils avaient pillé, ils avaient tout massacré à l'Arc de Triomphe, vous vous rappelez, Oui, comme oui. un musée de l'histoire. Et à partir de là, on a dit, mais c'est un vrai scandale, les policiers, parce qu'à ce moment-là, on avait donné des ordres. directives, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait Pas de casse. pas de casse, et surtout parce que ça, c'est le politique. C'est À ça. partir du moment où la police intervient, à un moment, parce que ce qui peut choquer aussi beaucoup de gens, mais c'est prévu, comme je te disais tout à l'heure, on est régi par des textes, et dans le code pénal, il y a les violences légitimes. Alors ça paraît dur à accepter, ça, pour certaines personnes, mais il y a par moments, il y a des violences qui sont légitimes. Oui, je suis d'accord. Hein. Comme il y a la légitime défense, il y a des violences légitimes. Hein. Donc, Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on qualifie de violences policières ces violences qui sont les violences légitimes du code pénal? c'est ce qui est embêtant, c'est dur de mettre une frontière à ça, parce que dans les violences policières, parfois, moi on m'a toujours dit qu'un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Alors si on monte à un moment très précis d'une violence à la télévision, peut-être qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc, parfois, mais je reconnais que parfois, il y a des policiers qui ont été très violents. Quand j'ai vu des images, par exemple, on nous dit, nous, normalement, on l'apprend, et tout le policier le sait, on doit utiliser la force strictement nécessaire pour maîtriser la personne. Une fois que la proportionnée. personne est maîtrisée, une personne à terre ou une personne qu'on a neutralisée en lui mettant les menottes, on n'a pas à continuer à la frapper. Alors souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, il y avait ce passage, on voyait les policiers. Là, c'est plus des violences légitimes. Ouais, là, aux à un moment. États-Unis, George Floyd, George Floyd, qui a été... Oui, il faut... Alors, bien sûr, moi, je ne veux pas porter un jugement là-dessus, sur les violences de certains fonctionnaires de police, mais c'est vrai... Est-ce que toi, tu nommerais ça, quand même, ces excès-là, violence policière? Puisque tu entends beaucoup de politiques dire on ne peut pas dire violence policière. On peut dire violence de certains policiers, mais appeler ça violence policière, c'est qualifier l'institution. J'aime mieux, parce que c'est toujours embêtant, et nous, on le ressentait toujours comme ça. Quand il y avait une faute commise par un policier, eh ben, le lendemain, vous vous promeniez dans la ville, les gens ils vous disent « Ah, voilà », donc, Oui. ils nous mettent tous dans le même panier, comme on dit. Exactement. Tous Ouais, les mais ça, policiers, c'est sûr. ça c'est un peu le jour où il arrive un incident à la porte ouverte. Ça y est, tous les chrétiens évangéliques ou autres, ou même si c'est même pas la porte ouverte, hein, si sérieux, on a vite fait généraliser. Hein. Donc, à partir de là, le problème, c'est que c'est vrai que ça existe. Moi, je le dis, il y a des policiers qui d'abord, on le sait. Hein, après, il y a des enquêtes. Hein. Chez nous, on a un service qui s'appelle l'IGPN, Oui. l'Inspection Générale de la Police Nationale. Et je peux vous dire que moi, je les ai vus débarquer 2-3 fois à Mulhouse. Ils sont presque plus sévères que des magistrats. Hein. C'est ce qu'on appelait le bœuf carotte, pour ceux qui connaissent dans les films policiers, des fois ils le disaient, hein. Ils étaient quai des Orfèvres là-bas. Hein. Et ils viennent à chaque fois, ils se déplacent dans toute la France pour les affaires, ils mènent des enquêtes. Et ensuite, bien sûr, eux, à la vue de ce qu'eux, ils vont remettre, les policiers peuvent être poursuivis. Et je connais des policiers qui ont été poursuivis. Mais malgré tout, le policier, sur les interventions, c'est très très compliqué. À un moment, j'ai fait police-secours, on intervenait. Vous savez, quand vous intervenez sur une personne ivre ou une personne qui est en manque de, je sais pas, de stupéfiants De drogue, ouais. et en crise ou n'importe quoi, c'est très compliqué. Très, très compliqué pour maîtriser une personne. Bah oui. Et on est obligé. Force, parce que Et comment tu force peux doit être rester à la sûr loi, que tu hein. doses juste bien? Mais oui, c'est ça. Et puis c'est un cercle vertueux. Plus on est laxiste, plus la société est laxiste et renonce à faire de l'autorité pour des raisons souvent politiques, eh bien plus on laisse donc grandir un climat de rébellion, de désordre. Et quand après il faut intervenir, eh bien, la situation entre-temps elle s'est aggravée et c'est toujours un peu plus difficile. Et une société ne peut pas grandir non plus simplement sur une dimension d'autorité et de... En tout cas, si j'avais un petit truc à dire là, je reconnais, avec les journaux, en tout cas ces dernières années, qu'on a découvert que le corps des policiers était encore en souffrance. Que derrière l'institution, il y a des hommes qui souffrent. On a parlé de taux de suicide auprès des policiers, le taux de divorce, énorme. le taux de personnes alcooliques aussi, Oui. voilà, des choses comme ça, sans dénigrer
cette profession, mais pour dire que derrière ce métier où finalement, dans l'idée on vous appelait les gardiens de la paix avant, hein, les gardiens de la paix, on devient comme ça une population qui s'oppose à vous. Il y a beaucoup de violence, violence symbolique, violence physique, violence morale. Et voilà, on n'en a pas toujours parlé. Des policiers aujourd'hui arrivent à en parler. Et je pense que oui, il faudrait considérer aujourd'hui ces hommes qui se donnent et leur accorder notre respect et notre soutien. C'est ça. Et même si certains font des erreurs, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ces erreurs-là. Et particulièrement nous, en tant que chrétiens, on doit pardonner et pas surenchérir et rentrer finalement dans quelque chose qui n'est pas juste. Et aujourd'hui, moi, honnêtement, je dois dire que quand, suite à George Floyd, toutes les manifestations, j'ai trouvé que c'était pas juste, qu'en France, on se mêle de quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, où on n'y était pas, on n'a vu qu'un extrait d'image et pas tout, et encore une fois, que tout d'un coup, on fait un amalgame de tous les policiers du monde. Et que, pour moi, c'est pas juste. Alors, je suis pas en train de défendre le gars qui a fait, qui a commis l'acte qu'il a commis. Heureusement. Je veux dire, y a pas... C'est normal qu'il y ait justice qui soit faite, mais c'est inadmissible qu'on en fasse un amalgame. Mais le problème, c'est aussi... c'est le pouvoir, le pouvoir extra et totalement évasif des médias. Aujourd'hui, c'est que personne ne peut plus rien faire directement par rapport à ce qu'il fait. Tout ce qu'on fait est subordonné à l'impact que ça a dans les médias, comment ça va être repris, analysé, multiplié, diffusé, comment ça va faire le buzz, etc. Donc même un policier, s'il se dit, mais est-ce qu'il y a une caméra quelque part, il sait déjà plus ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Parce que entre ce que le texte lui dit et puis ce que la hiérarchie va en conclure si jamais il se passe quelque chose dans les médias, c'est encore pas la même chose. Et d'où les caméras qu'eux-mêmes ont installées, ont installées, parce qu'ils ont tout le temps filmé. Eux aussi ont besoin de montrer leurs images. Et mais à mon avis, c'est des fausses solutions, parce que c'est parce qu'on ne fait que mais aujourd'hui, pour moi, nourrir le... Ouais, mais pour moi, il n'y a plus le choix, puisque tu ne vas pas confisquer le téléphone à tout le monde. Oui, et il parle d'ailleurs, c'est pas encore partout, mais il y a des départements où c'était à laisser, c'est que les policiers soient dotés d'une caméra à chaque fois qu'ils interviennent. Attends, juste à ton micro. Oh, pardon. C'est ça que je mentionnais, ouais. Et puis moi, je le comprends, hein, franchement, je le comprends totalement. Mais c'est parti aussi de bavure. Il faut aussi l'avouer que c'est parti d'hommes qui ont... Parce que pendant des années... Mais quand dans une société, on doit fliquer les flics, tu vois, après, il faudra fliquer ceux qui fliquent les flics, qui fliquaient les flics, qui fliquaient... Tu te rends bien compte qu'à un moment... C'est parti de situations, en tout cas, si pour partir aux États-Unis, tu parles des États-Unis, mais même en France, même à Mulhouse, c'est-à-dire de personnes qui ont vécu des injustices. Et nous sommes nous-mêmes, dans le cadre de notre Église, conscients qu'on a pu vivre un l'un ou l'autre moment d'injustice. Et si on n'avait pas eu des preuves, on aurait notre parole contre la parole de la police. Mais c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on se... Oui, il y a des hommes derrière, ils ne sont pas parfaits. Et se dire que chaque citoyen se donne le droit de dire, voilà, ce code pénal, j'ai des droits. Ouais. J'ai des droits et j'ai des devoirs. Et ces droits-là, je peux pouvoir les revendiquer, ce qui ne l'était pas avant. Parce qu'un policier reste humain, il y a l'appât du gain, tu vois, quand il y a eu des saisies, on s'est rendu compte de l'argent qui a manqué ou des violences faites simplement parce que c'était l'occasion, tu vois, faut le dire. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec la position de ne pas parler de violence policière, de violences faites par certains policiers. Parce que c'est gênant, on généralise à partir de là quand on dit violence policière. Et pour moi, je dois dire que quand même, ça reste quand même des métiers aujourd'hui qui sont des... tu le fais pas par... c'est des métiers de vocation. Parce que ça reste quand même des métiers où aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, moi, ceux qui s'investissent maintenant dans la police, franchement, chapeau, parce qu'ils savent dans quoi ils mettent le nez maintenant. Alors, je vais te poser une dernière question, Alain. Est-ce que toi, tu étais chrétien en étant déjà policier. Oui. Et ma question, c'est est-ce que tu as eu des directives ou des choses qui étaient en opposition avec ta foi et comment tu as géré, tu vois?
Oui, alors moi, donc, comme tu disais, à partir de 1989, je me suis converti et je suis devenu chrétien. Et à partir de là, chaque jour avant de partir, je priais, je remettais ma journée entre les mains du Seigneur. Et j'avais la foi. Et je peux vous dire qu'en 35 ans de carrière policière, il m'est arrivé de sortir mon arme, je n'ai jamais tiré sur quelqu'un. Et ça, je remettais tout le temps entre les mains du Seigneur, que je n'ai jamais à faire usage de mon arme. Je remettais mes journées, que tout se passe bien, que je ne sois pas victime de violence ou autre. Et c'est vrai que j'ai été protégé. Hein. Et puis, à partir de là, une fois que bien sûr, je regardais les Saintes Écritures et tout, j'ai vu aussi tous les hommes différemment. Mais est-ce que tu as eu des fois des directives, je te répète ma question, mais qui étaient en opposition avec ce qui toi te semblait venir de la Bible, mais voilà, justement, à ce sujet-là, la chance que j'ai eue quand tu es responsable d'un service. Et moi, j'étais responsable d'un service et j'avais que des jeunes policiers avec moi. Ah. Donc, et c'est moi qui leur disais ce que j'attendais d'eux. Je ne voulais pas de faux témoignages, je ne voulais pas d'insultes sur la voie publique. Et je leur disais, attention, si vous faites ça, je ne vous couvrirai pas. Je les mettais en garde. Et ça, tout s'est bien passé avec tous ces jeunes policiers que j'ai eus. Je refusais tout ce qui peut être contraire à la déontologie et à l'éthique du policier. Et là-dessus, je le dis en toute humilité, je ne dis pas, mais je trouve, et les jeunes le savaient qui travaillaient avec moi. Donc, mais là, j'ai toujours fait attention. Non, j'ai jamais accepté, même de mes supérieurs hiérarchiques. C'est vrai qu'il y a cette pression aussi. Il y avait la pression. Cette forme d'omerta qui est là aussi dans la police. Oui, mais le policier, il est quand même il est le seul juge sur la voie publique et c'est lui qui prend la décision. C'est vrai que la hiérarchie peut transmettre des consignes, mais les consignes, ça dépend quel genre de consignes il transmet. Parce qu'on n'a pas le droit de donner, même un supérieur hiérarchique, il n'a pas le droit de te donner un ordre illégitime. Donc, à partir de là, toi, t'es chef, tu lui dis rentre chez quelqu'un comme ça, enfonce la porte du domicile. Mais non, on n'a pas le droit. Le policier doit dire non, ça je le fais pas, parce que je sais que j'ai pas le droit de le faire. Il y a plein de choses comme ça. Donc, le policier, il est tenu à des règles très strictes normalement. Et les magistrats, ils veillent, faut pas croire. Et les avocats aussi, les procédures sont vite cassées dès qu'il y a une petite entorse aux règles. Donc, mais il est vrai quand même qu'une fois que j'étais chrétien, je voyais les gens autrement, aussi bien mes supérieurs hiérarchiques et tout, et les ordres qu'on me donnait. J'ai toujours veillé à ça. Et je peux poser une question ? Bien sûr. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir, alors du coup, sous tes ordres, quelqu'un dont tu te sois dit, cette personne ne devrait pas faire partie de la police, il n'a pas les... Il n'a pas les valeurs, il n'a pas les capacités, et comment... il n'a pas le self-control. Comment agir avec... Oui, justement, comme on n'avait pas de cellule psychologique, et le débriefing, c'est le chef de service qui le faisait. Et moi, je mettais toujours l'accent sur ces choses-là. Et comme là, autour de la table, les policiers avaient tout le droit de s'exprimer. Et certains disaient, on entend trop souvent parler de toi. Je lui disais carrément, ça, tu vois, il faut que tu le corriges rapidement. Alors, c'est vrai qu'il y a un ou deux fonctionnaires qui, après, ne faisaient plus partie de mon service. Mais dans l'ensemble, le débriefing, après, c'est très important. De tout de suite recadrer, s'il y avait une erreur de fait, de remettre les pendules à l'heure. Et de lui dire. Et ça, c'est primordial. Oui. J'ai attaché beaucoup d'importance à ça. Oui, tu faisais de l'éducation, comme tu défends l'idée de l'éducation dans la société, tu faisais aussi quelque part de l'éducation à l'intérieur. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, comme j'avais été... Parce que j'ai eu différentes phases dans la police. À un moment, j'étais pendant 10 ans formateur. Donc, j'enseignais des jeunes. Je les formais pour être policier. Donc, à partir de là, quand je suis revenu sur le terrain après, j'avais toujours cet esprit de transmettre quelque chose aux jeunes qui étaient avec moi. Et... Ça ne m'aurait pas dérangé de le croiser dans la rue. Oui, mais vraiment, mais c'est là où on retrouve toute l'humanité dans le policier. Derrière l'uniforme, il y a un homme. Ça, je me rappelle toujours des deux policiers qui nous faisaient la sensibilisation en primaire et au collège. Abfastad, c'était toujours le même, avec une grosse moustache, et toujours avec son arme, il nous la présentait et tout. Mais c'est vrai que... Et de l'autre côté, tu avais un lien qui était là, tu vois, tu le revoyais dans la rue, c'était... Mais par exemple, il y a une petite parenthèse que je voudrais ouvrir sur ce que tu as dit. Est-ce qu'on n'avait pas la cote, mais quand je vois maintenant, ça me fait du souci. Parce que moi, par exemple, j'ai eu une fille et un garçon.
ils sont allés dans les écoles publiques de Mulhouse. Jamais mon fils marquait, Thibaut marquait profession du père, policier. Il n'a jamais eu de problème. Alors que maintenant, si je vous disais qu'il y a des papas qui disent à leur fils « tu ne marqueras pas ma profession quand tu vas arriver au lycée ou au collège », on cache la profession du père. Hein, parce que le gosse, il est victime de représailles. C'est ça. Pour moi, il y a des crans qui... Hein, Ah oui, et alors ça, moi je n'ai pas connu passés, ça, là. moi. Hein. Ouais. Jusqu'à l'an 2000, je suis parti en 2007 en retraite. Donc, mais là, ça a pris maintenant des Les médias ont amplifié. Oui, puis les réseaux beaucoup de sociaux, choses. hein, Ça, aussi, je pense. Et les artistes, franchement, t'écoutes un rappeur qui dit du bien de la police, j'en connais pas, hein, tu vois. Non. Mais Si, toi. ah, moi, non, même pas. J'ai même jamais, même pas. J'ai fait 4 chansons. Alors c'est vrai que maintenant, les policiers, c'est vrai que c'est dur pour eux. Il faut dire la vérité. Parce Et que quand on parle du taux de divorce, etc., c'est marquant. Il faut partir sur l'idée qu'il n'y a pas de justice parfaite, parce que c'est la justice des hommes, et que la réelle justice est la justice de Dieu. Oui, et c'est juste. Alors les hommes ont essayé d'une manière ou d'une autre, à travers les procédures, mettre en place une justice, mais du simple fait qu'elle vient des hommes, elle est déjà faillible. Et le simple fait qu'un homme incarne quelque institution que soit, il est faillible, parce que l'homme en lui-même est faillible. Et c'est ça, on voit une tension entre la justice que l'on veut représenter en tant que policier ou la justice que la population attend, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que ces hommes-là ne rendront jamais une justice telle qu'on l'attend, telle qu'on l'idéalise. Et eux-mêmes, ils ne pourront pas représenter cette justice pour laquelle ils défendent toutes les valeurs. Et ça crée comme une forme de crispation, de tension. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que la réelle justice, la véritable justice, elle est du ciel, elle vient de Dieu. Elle est incarnée, oui, par les hommes, mais elle est faillible. Et puis elle est marquée dans Romains 13, que l'autorité, Romains 13, Jean-Marie... Mais, oui, exactement. Une société ultra policière, c'est un camp de concentration. Une société sans police du tout, c'est la mare aux crocodiles. Donc le problème, c'est l'équilibre. Non, mais le problème, c'est l'équilibre entre les deux. Et on ne peut pas fonctionner sans ordre. On ne peut pas parce que l'homme est pêcheur, parce que la société, si tous les hommes sont pêcheurs, ben la société, elle l'est. Et donc, s'il n'y a pas de garde-fou, s'il n'y a pas de discipline, mais d'un autre côté, si on n'est que dans la police, la répression, etc., c'est un monde horrible, c'est un enfer. Mais abolir, passer d'un extrême à l'autre, nous fera pas faire des progrès, quoi. Moi, dernièrement, j'ai vécu une expérience un peu douloureuse avec la police. Et où plein d'injustices. Tu peux présenter ton bras. Non. Montre-la preuve. C'est pas vrai. Non, mais vraiment plein d'injustices successives. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais est-ce que vous voulez que je n'aime plus la police ? Je veux dire, j'en suis arrivé à leur parler comme ça, à leur dire, mais je veux dire, Et en rentrant chez moi, j'ai dû décider et prendre la décision de dire, je veux continuer d'honorer la police. Continuer de les aimer. Même si j'ai subi l'injustice, même si ils ont commis des erreurs, à un moment donné, je refuse, moi, de me rebeller, de faire de l'amalgame, et je choisis maintenant de prier pour eux et de les bénir. Ouais. Moi, j'ai choisi de prier et de bénir les bouchers et les boulangers. Voilà, moi, j'ai vécu la même dimension, mais pour d'autres corps de métier. Oui. Oui. Tu t'es fait agresser par des bouchers. Non. J'ai vraiment choisi comme ça je vais vous soutenir. Quitte à être agressé, j'aime mieux que ça soit par un boulanger que par un boucher, mais... Je crois que le rouleau de pâtisserie... Sur cette belle phrase, merci Claude, le temps est passé, mais on va terminer. Merci. On va prier ensemble. Merci Alain pour ton... Non, tu peux rester, reste. On va prier, tu peux... On va pas faire le dernier sujet, mais merci pour ton expérience aussi. Et puis voilà, moi je trouve que tu incarnes une belle police. C'est vrai. Une police qui donne envie. Moi, tu vois, c'est des trucs Il a tout gardé la bêtes. couleur, rien. C'est des trucs tout bêtes, mais maintenant, comme j'habite à Mulhouse maintenant, les voitures de police, j'en vois beaucoup plus souvent. La dernière fois, il y avait un stop, il y a des travaux,
Et je me disais toujours, mais Ben, ce stop, il sert à rien, etc. Et puis la voiture qui était devant moi, c'était la police, ils l'ont grillée sans vergogne. Donc du coup, je me sens un peu moins coupable maintenant. Mais, Oui, mais lui, il est prioritaire, c'est ça le problème. non, mais il n'y a rien en fait. C'est un stop qui ne sert plus à rien tant qu'il y a les travaux. C'est-à-dire que la voie qui... Bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la dernière fois, il y avait une voiture de police. On sent en fait, quand on voit même les policiers dans leur voiture, certains, on sent que tu sens qu'ils sont tendus et que c'est un climat compliqué. Et la dernière fois, je marchais avec mon petit et puis je vois une policière, il était en train de rouler tout doucement et je vois juste la policière voir le petit faire un grand sourire. Je dis, ah, mais ça fait plaisir, tu vois. Il y a des êtres humains derrière, quoi. Il y a vraiment des êtres humains. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, compris pour la police aussi. Et que Dieu leur fasse grâce, parce que actuellement, effectivement, et comme c'est très disait compliqué. Claude, ce qui est toujours embêtant, et je le reconnais, c'est qu'une personne, ou comme disait Thibault, qui a été victime d'injustice par la part de certains fonctionnaires de police, elle le vit mal. Et il faut le comprendre. Il y en a qui se sentent même humiliés des fois. Mais la sermentation ne protège pas de faire des erreurs ou d'être malhonnête. Mais normalement, C'est comme le serment d'Hippocrate chez les médecins. Il y a aussi des magistrats ripoux, bien sûr. il y a Oui, aussi bah, des notaires véreux, évidemment. c'est vrai que ça m'a toujours... C'est toujours embêtant. Les gens ça. savent. Quand on sait que quelqu'un est victime d'une injustice, et ben, comme il disait, il y a comme notre côté. Le risque de faire l'amalgame est compliqué et effectivement de prendre cette décision de pardonner, c'est essentiel. On va prier pour terminer. Est-ce que Claude, tu veux bien prier? Mais oui, avec joie. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour Alain qui vient là incarner, Seigneur, un rôle, une fonction que tu lui as donnée, Seigneur, dans la police. Et nous reconnaissons, Seigneur, que toute autorité a été instituée par Dieu et que nous devons nous soumettre à toute autorité. Seigneur, et apprends-nous à respecter et à nous soumettre, Seigneur, à toute forme d'autorité, particulièrement là aujourd'hui à la police. Seigneur, comme venant de toi, Seigneur, non pas par peur d'une sanction, mais par réelle soumission et obéissance à ce que toi-même tu as établi. Seigneur, nous bénissons ce corps professionnel, nous bénissons les policiers qui nous écoutent, les familles de policiers qui nous écoutent. Seigneur, nous bénissons aussi, Seigneur, tous ceux qui ont pu entendre cette émission et qui ont peut-être un problème avec la police. Seigneur, nous voulons pardonner, nous voulons aimer, nous voulons obéir à ta parole. Elle est la seule vérité. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.